Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour la petite vidéo du jour dans laquelle on va se projeter sur le mercato hivernal parce que selon moi, cette fenêtre de marché des transferts n'a jamais été aussi importante en fait au PSG et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant bien évidemment. On va s'arrêter sur plusieurs dossiers et je vais vous énoncer trois grands axes majeurs de recrutement pour le PSG cet hiver et pourquoi pas l'été prochain parce qu'il y a vraiment beaucoup de chantiers tout simplement et surtout il ne faut pas recruter un petit peu n'importe comment, fini les joueurs moyens. Là, il y a un besoin de classe mondiale qui se fait ressentir, surtout un besoin de rajeunir cet effectif, bien évidemment. Bref, commençons justement par l'inverse, le fait que cet été, nous ayons recruté des joueurs comme Sergio Ramos, Lionel Messi, alors d'autres joueurs valeurs sûres, style Donnarumma, Achraf Hakimi, tout ça dans un but à très très court terme, bien évidemment. La durée des contrats de Ramos et Lionel Messi en témoigne, il faut gagner la Ligue des Champions cette année ou l'année prochaine. Là-dedans, il y a le projet du PSG, QSI, mais bien sûr aussi la Coupe du Monde 2022. Et c'est pour ça que cette fenêtre hivernale, pour moi, est très importante parce qu'il faut corriger tous les petits défauts qu'on a vus en ce début de saison et Dieu seul sait combien il y en a, à savoir énormément. Il y en a un justement, le plus facile à solutionner pour moi, mais pas le seul. Et c'est ici tout l'enjeu. En fait, au club, je l'ai déjà dit je crois dans d'autres vidéos, mais il y a deux choses à bien comprendre, bien saisir pour se projeter sur la saison prochaine et les prochains mercatos. D'abord, l'entraîneur, aujourd'hui, Pochettino est un problème. Je pense que là, c'est quelqu'un qui a pour seul mérite d'avoir fédéré un petit peu tout le monde autour de lui. Il n'y a pas grand monde qui aujourd'hui le défend. Voilà, maintenant, les avis divergent en fonction du degré de critique qu'il prend. Mais globalement, tout le monde avoue que c'est un entraîneur qui n'a jamais vraiment tenté, réussi, encore pire, à imprimer quelque chose. Sa communication fait qu'il n'y a pas vraiment d'affection qui le lie avec les supporters. Ses conférences de presse sont chiantes à regarder. Il n'y a pas vraiment d'épisode, on va dire. On a l'impression que le parcours l'année dernière, il a bénéficié d'une dynamique très positive au sein du groupe. Voilà, que le groupe ferait peut-être mieux en autogestion qu'avec Mauricio Pochettino, qui se renie complètement parce que c'est un entraîneur qui est arrivé avec son pressing très intense, bien évidemment, son jeu haut sur le terrain, voilà, les équipes très collectives et surtout un entraîneur de projet sur le long terme. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il faut faire sur le court terme et c'est parce que le court terme au PSG prévaut plus que n'importe où. Eh bien, Pochettino s'est un petit peu renié avec cette équipe un peu bizarre qui joue les transitions alors qu'on a recruté Lionel Messi, 34 ans cet été, paradoxe total complètement et qui risque en fait de faire que le vestiaire, selon moi, va pas durer très très longtemps dans cette situation. Ça risque d'exploser contre Pochettino du jour au lendemain, tout simplement. Et c'est pas le match contre Bruges hier soir qui va nous faire changer d'avis. Voilà, donc un entraîneur qui s'est renié. Et à la différence des autres, attention, pas les mettre tous dans le même sac. Pochettino, à la différence d'Emery et Tourelle, il a rien tenté. Il n'a rien imposé. Tourelle, il y a 6 bons premiers mois. Unai Emery, pareil, il y a une patte. Voilà, il y avait un entraîneur qui avait beaucoup de bonne volonté, qui travaillait beaucoup. Tu peux tout lui critiquer, tu peux lui remettre plein de choses sur le dos à Unai Emery, y compris la remontada, mais c'était un entraîneur qui travaillait avec acharnement jusqu'au bout. Là, tu as un petit peu l'impression quand même, en conférence de presse, le mec, quand tu lui parles de barbecue et de cuisine, là, il te répond super précisément. Mais quand tu lui demandes de décrire le style de jeu du PSG à quelqu'un qui n'a jamais vu jouer le PSG, il te répond simplement « faut être un extraterrestre pour pas avoir vu le PSG jouer. Donc je ne répondrai pas à votre question ». Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Tout comme le fait qu'il soit encore à l'hôtel un an après que sa famille soit à Londres, à vivre à des kilomètres de chez lui, à l'étranger. Bref, c'est un petit peu compliqué et pour ça que sur ce mercato hivernal, le premier des dossiers, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, le problème aujourd'hui principal dans la presse en fait au PSG, le problème le plus facile à solutionner, il s'agit de le virer et trouver un nouvel entraîneur. Facile quand tu as un vestiaire comme ça, beaucoup d'entraîneurs seraient attirés. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de recruter un entraîneur compétent qui sait où il faut nous emmener parce qu'il y est déjà allé, ça super important. Et ensuite, il faut lui donner du temps. Mais alors, la thèse qui dit que le QSI n'a pas le temps, elle prévalait avec Ancelotti. D'ailleurs, pour moi, c'est le plus gros regret, selon moi,
c'est mon plus gros regret sur l'ère QSI. Le fait qu'on n'ait pas laissé assez de temps à Ancelotti, que QSI arrive et qu'en matière de communication, on dise « Allez hop, il faut dans 5 ans avoir remporté la Ligue des Champions ». C'est pour moi la plus grosse erreur de ce projet au sein du PSG. Et Ancelotti, mon plus gros regret. Laurent Blanc, on peut tout dire, ça jouait bien, mais ça sortait en quart de finale de Ligue des Champions. Unai Emery, c'est coach Europa League. Thomas Tuchel, c'est perdu et il faut arrêter le révisionnisme, bien évidemment, qui vise à le regretter parce qu'il a gagné la Ligue des Champions 6 mois après. Bien sûr, je pense que c'est très mal passé au sein de la direction parisienne, mais s'il avait continué au PSG, voilà, rien ne dit qu'on l'aurait gagné et qu'il aurait réussi à se renouveler et inculquer la philosophie de jeu qu'il a à Chelsea. D'abord parce que ce qu'il fait à Chelsea, impossible de le faire avec l'effectif du PSG. Tout simplement, voilà, Thomas Tuchel, qui est un entraîneur, lui-même le disait. Il s'est retrouvé à jouer un petit peu les ministres et les conciliateurs au sein du vestiaire, entre les joueurs et avec le directeur sportif. Il s'est retrouvé en guerre avec un directeur sportif qui lui limitait un petit peu ses pouvoirs. Bref, arrêtons le révisionnisme. Et aujourd'hui, Pochettino qui est arrivé avec aucun trophée, je crois. Aucun trophée dans sa poche. Si ce n'est le fait d'avoir emmené Tottenham en finale de Ligue des Champions, mais enfin sur un projet qui s'est élaboré sur le long terme, les premières années de Pochettino, on a senti qu'il était en rodage là-bas, même si au final, il a façonné d'excellents joueurs comme Harry Kane par exemple, mais tous ces projets reposaient sur le long terme. Et à partir de là, tu savais pertinemment qu'il allait se renier. Donc un entraîneur compétent, avec un palmarès, et 3, un entraîneur qui vit en connaissance de cause, quoi. S'il vous plaît, renseignez-vous, les prétendants au poste. Renseignez-vous avant de signer au club. Pochettino, qui aujourd'hui se plaint de ce que Tuchel et Emery vivaient, fallait les appeler, quoi. Fallait leur demander qu'est-ce qu'était le métier d'entraîneur au PSG. Et c'est ça la première des choses que je reproche à Pochettino. Alors lui, ça ne le dérangerait pas de se faire virer, bien évidemment. Je pense que c'est un petit peu ce à quoi il s'attend. Voilà, il aurait pu, moi je sais pas. En plus, il y a les 2 épisodes, quoi. L'épisode à Tottenham au mois de juin, bon, c'était les vacances. Les joueurs étaient aux 4 coins du monde ou avec leur sélection. Pas de problème, il voulait pas réagir. C'est son problème. S'il n'a pas répondu aux journalistes, s'il n'a pas réagi sur les réseaux sociaux, même si ça lui aurait pris 5 minutes d'éteindre les rumeurs, bon, à la limite, ça peut se comprendre. C'était les vacances. Mais là, les rumeurs concernant Manchester United, pardonnez-moi, mais la langue de bois qu'il a pratiquée en conférence de presse, et surtout faire fuiter ça, on sait tous que c'est son entourage qui est derrière ça, même s'il y a aussi une manipulation d'United derrière ça, en pleine saison, juste avant ton choc de la moitié de saison contre City, pardonnez-moi, mais c'est pas classe du tout. Voilà, c'est de la lâcheté des plus totales, tout simplement. Et bien évidemment, le premier à être cité pour le remplacer, c'est Zinedine Zidane. Personnellement, je pense que si il se passe quelque chose, on ne le saura pas en amont. Dans la presse, ça ne fuitera pas, parce que c'est du ressort de Doha. Leonardo a fait une communication de crise en démentant les rumeurs avec Zidane et en réaffirmant, Pochettino, tu m'étonnes, Pochettino, il le fait pas chier, Leonardo, il n'est pas en guerre contre lui dans la presse. Pas de problème, il ne le fait pas chier, même s'il se plaint du recrutement. D'ailleurs, il s'est plaint de Gianluigi Donnarumma qu'on lui ait mis dans les pattes. Enfin, excuse-moi, le club reste, les entraîneurs passent. Donnarumma, aujourd'hui, je pense qu'il doit être numéro 1 devant Keylor Navas. Et en plus, en 2027-2028, il sera là. Pochettino, non, et Keylor Navas, encore moins. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, Zidane est le principal candidat pour le poste d'entraîneur et je pense qu'on ne le saura pas avant évidemment la signature. Alors il y a des rumeurs en Espagne qui disent que ça devrait se faire avant le début janvier, ça a parlé de l'épiphanie comme d'habitude. Ce sont des sources qui ne sont pas vraiment fiables, Deportes Quattro je crois, la Cadena SR, bref, c'est pas très fiable. Mais dans tous les cas, je pense sincèrement qu'il y a moyen que Doha fasse tout en fait pour signer Zinedine Zidane et que de l'autre côté, c'est possible qu'il accepte parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui le foot moderne, ça se vit à la minute, même pas au mois près, mais à la minute près. Qu'en 2022, il y a la Coupe du Monde, que l'équipe de France est en train de retrouver un nouveau souffle, même si là pour l'instant on part sur une grosse pause au niveau des trêves internationales, mais la victoire en Ligue des Nations, les derniers rassemblements ont montré qu'en fait c'était une question de temps pour l'intégration de Karim Benzema dans ce collectif qui aujourd'hui ne devrait pas bouger. Ne pas sous-estimer aussi la question de Théo Hernandez, son arrivée dans l'équipe et tout ça. Des joueurs comme Jules Koundé par exemple. L'équipe de France qui est en train de se façonner, un collectif qui est en train surtout avant tout de se stabiliser. Le rôle de Griezmann aussi qui s'installe petit à petit en tant que relayeur, un vrai numéro 8 en fait.
voilà, numéro 8, numéro 10, qui le change du rôle qu'il avait en 2018. Bref, il sent qu'il y a une mayonnaise qui est peut-être en train de prendre. Je suis très optimiste là dans ce que je dis par rapport à l'équipe de France. Mais voilà, j'ai envie de l'être par rapport à la Coupe du Monde 2022. Et ce serait énorme de la part de Didier Deschamps que de se renouveler après l'échec de l'Euro 2021, qui est dû, selon moi, principalement, évidemment, au fait que ton choix de faire revenir Karim Benzema, c'est pas faire revenir Karim Benzema en soi, mais c'est surtout le timing, voilà, qui est à remettre en cause, bien sûr. On l'a vu, le temps nous a prouvé que Karim Benzema s'est bien intégré dans cette équipe, c'est normal. Après, il fallait du temps, bien sûr. C'est un attaquant qui bouleversait un petit peu tout par rapport à Olivier Giroud qui a sauté. C'était pas du tout le même type d'attaquant, donc il fallait revoir quelques automatismes. Et le faire revenir comme ça si tard, pour moi, c'est la principale raison de l'échec à l'Euro 2021, même s'il y avait une petite poussée d'adrénaline chez certains. Peut-être Kylian Mbappé le premier, qui est aussi redescendu le premier sur terre, voire même sous terre, juste après ce penalty et toutes les critiques qu'il a prises. Certaines injustes, tout simplement, injustes très certainement, mais on sait tous que voilà, dans des tournois, faut pas s'attendre à beaucoup de la part des observateurs, parce qu'il y a la plupart des gens qui regardent le foot que pour la Coupe du Monde et l'Euro qui viennent, et qui donc voilà, ne connaissent pas le Mbappé régulier, le Mbappé du PSG, le foot en club et tout ça, et qui réfléchissent avec leur cœur plutôt que leur cerveau. Bref, on va pas s'arrêter là-dessus. Dans tous les cas, Zidane qui sait très bien qu'en équipe de France, ça commence un petit peu, il ne sait pas trop si en 2022 il aura l'occasion de reprendre le banc et il n'a pas très envie, bien sûr, de rester 3-4 ans, parce qu'après si Deschamps repart jusqu'à l'Euro 2024, je crois, Zidane, ça lui fera quand même 3 ans sans banc. Il n'a pas envie de se faire quand même 3 années sabbatiques, et l'opportunité d'un banc comme le PSG, bien sûr qu'elle se présente. Si elle se présente, il y réfléchira. Son attachement à Marseille, pour moi, c'est bidon. Il n'a jamais joué là-bas, il ne leur doit rien, bien sûr, même si peut-être qu'il y a un côté affectif. Je rappelle aussi qu'il y a eu quelques déclarations dans lesquelles il ne disait pas non au PSG. En termes de vestiaire, bien sûr que c'est un des seuls qui, aujourd'hui, sur la planète foot, est capable de faire passer son message, d'être entendu, d'avoir un charisme qui est inné en lui, tout simplement. Un palmarès en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, bien sûr. D'un point de vue tactique, beaucoup le résument à un simple meneur d'hommes qui donne les consignes et le dispositif tactique et après les joueurs se débrouillent. Bref, ça, il faut arrêter de rentrer dans ce cliché. 3 Ligues des Champions, ça ne se gagne pas comme ça. Et de l'autre côté, oui, c'est pas non plus un fin tacticien comme un Pep Guardiola, voilà. Il laisse de la liberté, par exemple, à ses attaquants, ce qui ferait beaucoup de bien au PSG. Tu dois laisser de la liberté aux mecs que tu as devant. Et bien sûr, à très court terme, on sait tous qu'il est capable de tirer tout simplement le meilleur de cet effectif, le meilleur de ce groupe qui vit très très bien aujourd'hui. C'est la plus grande force du PSG aujourd'hui. Si on est positif, il faut dire quand même que ce groupe vit très très bien. C'est un groupe d'amis. Alors oui, il y a l'influence des Sud-Américains et tout ça, mais dans tous les cas, ça bosse bien. Dans les grands matchs, ça se sublime. Ça se bat jusqu'au bout, il y a une vraie âme, peut-être que c'est à mettre aussi à l'honneur de Pochettino, mais dans tous les cas, pour ce dossier des entraîneurs, si on peut remplacer Pochettino par Zidane cet hiver, pour moi, il faut foncer, tout simplement. Maintenant, le dégraissage, la question du dégraissage. Alors ici, j'ai envie de remettre un petit peu une vérité à sa place. Les gens disent oui, les indésirables du PSG, je trouve qu'on en fait trop avec les indésirables du PSG. C'est une réalité qui existe dans tous les clubs. Tous les clubs ont des joueurs qui ne servent à rien, qui coûtent cher et dont ils n'arrivent pas à se séparer et qui restent longtemps, qui sont un petit peu moqués sur les réseaux sociaux, qui profitent parce que la soupe est bonne. Mais ça existe partout dans le foot moderne. Oui, c'est amplifié au PSG, mais c'est une réalité qui prévaut pour tous les clubs. Maintenant, pour ce qui est spécifique au PSG, c'est la gestion. C'est pas ça. C'est la gestion qui est critiquable. Prolonger Draxler, prolonger Kurzawa, pour derrière, évidemment, ne pas les revendre. Voilà, aujourd'hui, on est dans la merde, on n'arrive pas à les replacer. Pour moi, tous les joueurs qui doivent sauter, alors Rico, Rafinha, Kurzawa, Kerrer, pourquoi pas. Même si son début de saison est solide, Pochettino, lui a pas donné de régularité, donc ça se complique un petit peu pour lui. Icardi, pareil, voilà. Danilo, même s'il est gentil, même s'il coûte que 2 millions d'euros par an, le mec, il a tout simplement pas le niveau, c'est tout. Il faut pas arrêter de faire dans les sentiments, et maintenant il faut les remplacer par
une urgence de classe mondiale. L'exemple parfait là-dedans, en fait, une erreur qu'on est en train de refaire, c'est les négociations qui sont avérées de prolongation avec Paredes. Il y a eu une rumeur qui est sortie la semaine dernière, comme quoi il était sur le marché des transferts, et lui-même, le joueur, l'a démenti auprès d'un média argentin en disant qu'il discutait d'une prolongation avec le PSG. Je crois que son contrat court jusqu'en 2023. On l'a, pour rappel, recruté pour 50 millions d'euros. Bien sûr, par Apero Henrique, qui en a profité pour bien arroser tous ses petits potes sur le deal avec le Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. Il arrive, première moitié de saison difficile, c'est un Sud-Américain qui arrive, et après, voilà, seconde saison, il s'impose un petit peu, il a de bonnes phases, mais ça reste quand même un joueur cyclique. Pardonnez-moi, c'est un joueur cyclique qui peut aller très très haut comme il peut te faire 2-3 mois vraiment très très bas. C'est un joueur aussi qui n'est pas très régulier. Voilà, il enchaîne beaucoup certes peut-être, mais dans tous les cas, sur ce début de saison, il a été beaucoup blessé, on n'a pas pu compter sur lui. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, au niveau du profil, mais bordel, il est super singulier quoi. Le mec ne favorise pas les complémentarités. Alors, il court pas, il n'a pas de volume de jeu, ça personne ne peut le contredire. En plus du fait qu'il court pas et qu'il soit nonchalant en termes de contre-pressing, parfois il est attentiste, il est un petit peu monotone dans ses registres. Alors oui, il est technique. Très bien, super. Ah ça c'est sûr qu'il est meilleur qu'un Gay, qu'un Herrera et pire qu'un Danilo. Ça c'est sûr et certain. Il a plus de ballons que 80% de nos milieux de terrain. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le prolonger, qu'il faut lui faire confiance, lui renouveler ses 8 millions d'euros par an et en faire un titulaire en puissance. Ça veut peut-être dire qu'il faut aussi recruter de la classe mondiale pour le mec un petit peu le bouger quoi. Parce que Paredes, bon alors il est revenu, il a fait un bon match contre Nantes. Contre City, on l'a vu, dès que tu lui mets un pressing, le mec prend l'eau. Il faut qu'il soit tranquille pépère, en chaussons, pour pouvoir te sortir une masterclass. Comme au Camp Nou contre le Barça, elle était belle la masterclass. Mais face à un Barça à la dérive en même temps, c'est un petit peu facile. Donc bref, Leandro Paredes, et pour revenir sur la monotonie, bien sûr il est capable de trouver ses joueurs entre les lignes, faire de très belles transversales, casser les lignes. Alors sa frappe de balle, je la nuance, parce qu'il marque pas beaucoup. Voilà, même si contre Nantes, oui, il y a le but de Kylian Mbappé, c'est sur une frappe de Paredes. Le ratio frappe tentée, frappe qui servent à quelque chose, il est assez faible quand même. Voilà, je suis très dur avec lui, je suis désolé, mais pour moi, en fait, cette prolongation viendrait s'inscrire dans la lignée des prolongations de Draxler, Kurzawa, même si c'est à moindre mesure, parce que Paredes apporte plus que ces deux joueurs. Mais rappelons quand même que le mec a été recruté pour 50 millions d'euros. Voilà ce que je voulais dire. J'en ai profité pour la gigantesque balle perdue sur Leandro Paredes, donc le dégraissage, j'ai donné des noms. Et enfin, 3 axes. D'abord, le milieu de terrain, ça je crois qu'on sera tous d'accord, ça manque de ballon, pareil, peut-être que Paredes réussit un petit peu à t'aider sur les premières relances, mais enfin, dans le dernier tiers du terrain, il n'a pas une influence extraordinaire, et puis voilà, il délivre pas non plus beaucoup de passes décisives, marque pas beaucoup comme je le disais, donc un vrai milieu de classe mondiale. Ici, l'été dernier, on a voulu faire Paul Pogba, on a préféré faire Lionel Messi. La non-signature de Paul Pogba est regrettable. Pour moi, voilà, je le regrette et je pense que l'été prochain, il va être libre s'il ne prolonge pas à Manchester United. Et le problème, c'est que du coup, les potentiels concurrents de l'été dernier, Juventus et Real Madrid, auront plus de marge de manœuvre. Parce qu'il sera gratuit, on pourra avoir là-bas des arguments financiers, prime à la signature, commission pour Mino Raiola. Mino Raiola qui est évidemment dans notre camp, c'est une corde qu'on a à notre arc, mais je trouve quand même que ça va être un petit peu compliqué pour signer Paul Pogba, et donc je recruterai vraiment de la classe mondiale, quoi. Pas aller chercher un mec au fin fond du Portugal, au fin fond de la Russie. Et puis même, si tu viens chercher en Ligue 1, si tu veux valoriser ton marché français, mettre des fonds sur le marché français, mettre des fonds en circulation, des sous, aider tes clubs français, même si oui, en retour, il y a un tarif PSG qui a toujours existé, bien sûr. Il y a Tchouaméni, évidemment. Il y a Paqueta à Lyon. Alors Paqueta, bon, ça c'est un petit peu à nuancer parce que ça me fait marrer. Il y en a beaucoup qui le veulent, mais qui crachaient sur Leonardo quand il voulait le signer un hiver pour remplacer Draxler. Bref, il y a plein de joueurs, tu vois. Renato Sanchez, par exemple, en Ligue 1, que tu peux aller chercher, tout simplement. Tchouaméni, pour moi, le premier d'entre eux, bien sûr. En plus, ils sont jeunes. Ils viendraient... alors, il y a aussi un autre enjeu que j'ai identifié, ça j'en parle beaucoup. On a recruté Nuno Mendes, on a recruté Donnarumma. On avait recruté Keane l'année dernière, mais il n'est pas resté. Mais tout ça pour vous dire qu'on recrute des joueurs qui ont la vingtaine. Et pour moi, il faut continuer dans cette lignée, recruter à chaque ligne un joueur de cette trempe d'âge pour pouvoir poser les bases de la future décennie. Voilà. Second enjeu
pour le mercato parisien, bien évidemment, je pense qu'il faut un ailier qui est capable, d'apporter de la largeur, 2, de la vitesse, de l'explosivité, de la percussion, 3, dans les 1 contre 1, être très bon, 4, avoir des qualités de finition et de centre, et 5, surtout, être capable de partir avec le ballon au pied en phase arrêtée. Parce que Kylian Mbappé joue en numéro 9, cette qualité que lui a est un petit peu moins mise en valeur, parce que du coup, quand tu joues numéro 9, tu es moins amené à démarrer avec le ballon en phase arrêtée. Lionel Messi en est incapable, Neymar n'en est plus capable, Di Maria pareil. Bref, il faut un joueur comme ça. Et ici, comme ça de tête, je vous cite Kingsley Coman, qui en plus a déclaré récemment officiellement que ça se passait pas très bien pour les prolongations avec le Bayern Munich et que voilà, il attendait, il temporisait. Donc il y a une marge de manœuvre, il y a une porte qui s'est ouverte. En plus, son conseiller, c'est Pini Zahavi, qui a ses entrées au PSG bien évidemment. Ensuite, un numéro 9, voilà, ça c'est primordial pour moi. C'est le gros défaut de cette attaque. En fait, pour moi, il y a 2 enjeux. Jouer avec un numéro 9 et faire en sorte que Messi, Neymar et tout ça jouent le plus proche possible. Plus ils sont proches, plus ils sont forts, plus ils arrivent à se connecter entre eux et faire du mal à l'adversaire. Mais pour moi, il faut quand même un point fixe, quelqu'un qui est capable d'ouvrir les espaces pour ces joueurs-là, justement, Messi, Neymar et tout ça, comme Wijnaldum est capable de le faire dans son rôle un petit peu avancé, comme Icardi l'a fait sur la seconde mi-temps face à Lille, par exemple, fin octobre. Mais voilà, Icardi aujourd'hui, il est en perdition. Si on peut s'en séparer, pour moi, il faut absolument s'en séparer. C'est des conneries sans égal. Et je pense qu'on se posera la question si c'est le plus gros flop de l'ère QSI. Bref, voici un petit peu pour moi les enjeux de ce mercato hivernal et du futur mercato estival du PSG. 20 minutes de vidéo, on va s'arrêter là. Pourquoi pas faire une petite suite, tout simplement, un petit peu plus élaborée. Là, j'ai mis les grandes lignes, j'ai posé les fondations de pourquoi pas une future série de vidéos. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires. On se dit à demain, je pense, pour une future vidéo. N'hésitez pas à liker celle-là si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très bonne soirée à tous et ciao les amis.